lundi à tous. Bienvenue au show du matin. Très content de vous retrouver après une fin de semaine, belle fin de semaine, remplie. Je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais moi, c'est une belle fin de semaine. On retrouve les deux Max ce matin, plus un collaborateur avec des pointures très larges, qui s'est couché très tard après un gros match de baseball hier. Les boys, Max, Mark Griffin, bienvenue au show. Merci. Hey, merci de me recevoir. Un plaisir, un plaisir. Les deux Max, ça va? Oui, ça va bien. Si tu permets, Jeff, je voudrais juste féliciter les Bisons de Saint-Eustache qui ont remporté le championnat dans la Ligue junior élite du Québec. Max Lamarche, ça se peut-tu que tu aies joué pour les Bisons? Ah, écoute, tu viens de le renommer, puis j'ai encore des frissons. Aujourd'hui, je vais être un peu partisan. D'habitude, j'essaie de rester neutre dans tout ça, mais j'ai joué en effet pendant 5 saisons pour les Bisons de Saint-Eustache, dont le dernier championnat des séries avait été remporté en 2003. J'étais sur cette équipe-là, alors de voir hier que les Bisons l'ont emporté me rendait très, très fier. Et évidemment, j'aimerais ça saluer mon bon chum Stéphane Ciarlo, qui s'occupe de l'équipe des Bisons depuis de nombreuses années. Il faut savoir que Stéphane jouait avec nous sur l'équipe des Bisons en 2003 quand on a gagné le championnat. Donc, j'étais bien content pour lui. 15 ans plus tard, de ramener un championnat, c'était un beau moment. Donc, félicitations les boys pour ce championnat-là. Oui, puis félicitations aux Aigles de Trois-Rivières aussi, qui étaient finalistes, qui ont donné une chaude lutte aux Bisons. Fait que félicitations aux deux équipes. Tout à fait. C'est là, d'ailleurs, Max, qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés la première fois. J'étais dans le club école des Bisons, dans le 2A. Oui, c'est vrai. Dans ton entrevue. Dans ton entrevue, tu m'avais, pour gagner des points, tu m'avais nommé « Hey, je sais pas si tu te souviens de moi, là, mais j'étais dans le club école. Là, j'étais dans l'entourage des Bisons. » Fait que je sais pas si ça t'avait... Je pense que ça t'avait enlevé des points parce que tu n'avais pas fait l'équipe. Mais non, on t'a pris quand même. Exact. Hey, j'ai envie de vous lancer tout de suite sur le sujet chaud de l'heure. C'est sûr que tu en as parlé, Marc, hier au match, mais le retour des expos, c'est un gros sujet que depuis vendredi dernier, jeudi dernier même. J'ai envie d'avoir ton opinion, Marc, sur tout ce qui se passe présentement. Ben, écoutez, comme un peu tout le monde, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Évidemment, là, on parle d'une bannière. Là. On installe une bannière, puis là, ça a fait jaser tout le monde. C'est correct, c'est parfait. On sait que depuis le début, les Rays, sans dire que se sont peinturés dans le coin, là, c'est vraiment leur plan A, puis ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire, le plan, c'est de s'en aller vers la ville sœur. Le projet semble-t-il, à long terme, va fonctionner ainsi. Ça reste, bon, je sais qu'il y a des informations qui coulent à gauche, à droite, les gens qui en savent un petit peu plus, mais c'est excitant parce que on est tous des amateurs de baseball. On veut tous, dans le pire des cas, là, c'est d'avoir 40 matchs du baseball majeur à Montréal. On va prendre ça n'importe quand. Et je pense que ça, c'est... mais j'aimerais ça qu'on en sache un petit peu plus. J'aimerais ça que, concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça va fonctionner? Est-ce que l'association des joueurs commence à être d'accord avec ça? Est-ce qu'on a donné assez de détails pour que ça puisse exciter tout le monde? Alors, c'est une autre étape. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça a été très mal reçu à Tampa en passant là, par les partisans des Rays, mais évidemment, chaque nouvelle sur ce sujet-là va apporter son lot de mauvaises nouvelles chez les partisans des Rays. Mais moi, je pense que ça peut être qu'excitant. On a déjà, semble-t-il, avoir une annonce qui va se faire en novembre. Alors, écoute, on suit le dossier de près. Mais chose certaine, si on se rapproche de match du baseball majeur à Montréal, je pense que personne ne va s'en plaindre à ce niveau-là. Là. Oui, c'est une bonne nouvelle aussi. Surtout qu'on sait que le groupe travaille beaucoup plus en silence qu'en trompette, tambour et trompette. Là, d'avoir une annonce comme ça, c'est comme, pour moi, ça me signifie que le dossier avance à bon train. Puis je pense qu'on va avoir d'excellentes nouvelles dans le futur. Mais c'est vraiment le plan A, Marc. Puis les Rays, de toute façon, encore, puis corrige-moi, là, c'est-tu la plus petite assistance match après match, encore une fois? Oh, absolument, puis de loin, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule chose, c'est que leur code d'écoute, si on prend les codes d'écoute locales, là, je ne parle pas des matchs présentés à ESPN, par exemple, ou à Fox, mais vraiment la code d'écoute locale, c'est une des bonnes équipes de la Ligue américaine. Donc, les gens de la région de Tampa suivent les Rays, mais ne vont pas au match des Rays. Et là, le pari de Stu Sternberg, de se dire, ben même si je construis un nouveau stade dans un endroit peut-être un peu plus approprié, ils ne pensent pas attirer nécessairement plus de monde. Alors, c'est là la nerf de la guerre qui se passe un peu là-bas. Mais je trouve certaine, c'est une équipe qui est quand même relativement populaire en termes de code d'écoute. Dans les deux cas, je trouve que c'est quand même des bonnes nouvelles, un peu comme tu viens d'expliquer, Marc, mais si les deux équipes sont capables de
construire des plus petits stades, moins de matchs aussi, parce que demander aux Montréalais, aux gens de Tampa d'aller à 81 matchs par année, c'est quand même beaucoup de matchs. Mais de tomber à 41 matchs par année, je trouve que c'est quand même raisonnable à domicile, des stades plus petits, donc les stades probablement plus remplis qu'à l'habitude, ça crée des événements comme les Montréalais préfèrent, entre autres. Ben, c'est sûr qu'il va falloir y aller avec cet aspect-là. Là, la question, c'est de dire, est-ce que, tu sais, les gens disent, est-ce que ça vaut la peine de construire un stade pour la moitié d'une saison? La moitié d'une saison, tu l'as dit, c'est plus de 40 matchs, là. Alors, 40 matchs, c'est pas rien, c'est 40 événements. Si on a un stade qui peut être, entre guillemets, le multifonctionnel, donc un stade qui peut être utilisé à d'autres escients, tu sais, ça fait du sens. C'est pas comme si la NFL venait, puis on séparait une saison, puis que finalement, on sépare une saison de 8 ou 9 matchs locaux. On en joue 4 ou 5. Bon, là, ça serait peut-être un peu moins justifiable, mais toujours est-il que, tu sais, ce qui est le fun dans ça, moi, ce que je trouve le plus agréable, c'est que c'est très créatif, c'est nouveau. Est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas, mais imaginez si ça fonctionne, comment ça peut ouvrir un nombre de marchés incroyables dans des villes qui n'osaient jamais imaginer avoir peut-être une équipe, que ce soit de la NBA, la Ligue nationale de hockey ou du baseball majeur, ça peut créer quelque chose de fort intéressant. Puis de faire partie d'un projet aussi créatif, ça aussi, je trouve que ça peut devenir très excitant. Maintenant, il y a encore énormément de défis, selon moi. Il y a beaucoup de questions à répondre, mais ça reste que il y a un côté créatif et excitant là, que je pense que tout le monde apprécie. Oui, puis évidemment, à chaque fois qu'il y a du changement, la première réaction, le monde est réticent. Donc, c'est sûr que le monde va être sur le frein, mais un coup que ça va être mis de l'avant, d'après moi, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir embarquer dans l'aventure. Max Lamarche, ça veut dire quoi pour une fédération qui voit la possibilité d'avoir 40 matchs de baseball majeur à Montréal? Ça représente quoi pour nos joueurs, pour la fédération, pour le baseball au Québec? Je pense que c'est gigantesque. Le retour d'une équipe du baseball majeur à Montréal aurait un impact tellement grand sur notre sport. Puis, tu sais, la popularité de notre sport, ben, ça fait des petits. On le voit depuis maintenant les 15 dernières années où est-ce que de plus en plus les municipalités vont s'impliquer, vont investir de l'argent dans les infrastructures parce que lentement, pas vite, le baseball reprend ses lettres de noblesse. Lentement, pas vite, on continue à avoir des augmentations. Puis de plus en plus, il manque de terrain. Ou les gens se plaignent de la qualité des infrastructures. Donc, d'avoir, je crois, une équipe du baseball majeur, ça ferait juste accélérer tout ça. Puis vous savez, dans la dernière année et demie, même dans les deux dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de municipalités. Marc est venu avec moi à rencontrer plusieurs. Puis souvent, ce qu'on leur dit, c'est, guys, attendez pas que le baseball majeur soit de retour. Là. Il va être trop tard rendu là. Vos citoyens, un coup que le baseball majeur va être de retour, là, puis qu'on va commencer à fond à faire du marketing, à parler du baseball, là, vos citoyens vont avoir besoin de terrain, puis vous allez être obligés d'en avoir parce que sinon, les enfants, ils vont être sur des listes d'attente, puis tout le monde va avoir l'air un petit peu fou là-dedans. Donc, je pense que l'impact va être gigantesque. Puis, si je peux me permettre aussi, là, tout le monde autour de la table ici, on est des passionnés de baseball. Combien d'entre nous iraient réellement voir 80 matchs à domicile dans une saison? J'ai la misère à croire que on est encore dans cette mouvance-là. Moi, je ne suis pas de cette école-là où est-ce on achète comme individu des billets de saison puis on assiste à tous les matchs. Fait que c'est là que je me dis, Colin, un 40 matchs bien placés durant la belle saison au Québec, durant les vacances, quand il fait beau, c'est sûr que je vais aller voir mes 8, 9, 10 games là, de baseball, mais aller en voir 30, 40, 50, 60, je ne suis pas certain que c'est même encore ce qui se passe dans la grande majorité des parcs de baseball des ligues majeures. Fait que pour moi, c'est encore un gros buffet, là, 40 événements de balles. Là. Moi, je mets un 2 que Mark Griffin va voir les 80 s'il y en a 80 à Montréal. Il va y décrire. Il n'aura pas le choix de les voir. Il n'aura pas le choix, lui. Je me suis tapé les 162 dans les pires années, fait que je suis capable de faire 80. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas oublier qu'en 36 ans d'histoire, les Expos n'ont jamais eu une infrastructure adéquate du baseball majeur. Parce que là, on est parti du Parc Jarry. Puis malheureusement, oui, je suis vieux, mais non, j'ai pas vu de match au Parc Jarry. On en a parlé beaucoup. Les matchs au Stade olympique, on ne fera pas le débat du Stade olympique, mais je suis convaincu, moi, que combien de gens, les gars, vous connaissez qui sont allés voir des matchs, que ce soit à Boston, que ce soit à Baltimore, que ce soit à New York, qui sont venus et ils ont dit que c'était vraiment plate. Personne. Les gens qui vont vivre les expériences dans les vrais stades, dans les stades d'infrastructures adéquates, découvrent un peu c'est quoi le baseball. Alors, imaginez, moi, je suis convaincu qu'à Montréal, comme Max a dit, dans la belle saison,
on s'en va dans une infrastructure où c'est plaisant, gagne-perd, on a du fun parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce stade-là. Les gens vont découvrir, je dis pas redécouvrir, ils vont découvrir véritablement c'est quoi le baseball. Puis là, ben, c'est là qu'on peut apprécier le tout. Je sais que le baseball, en fait, le sport, c'est très émotif. Puis là, les gens disent, ouais, mais comment on va suivre une équipe qui va jouer la moitié des matchs? Moi, je pense que ça peut fonctionner, cette affaire-là. Puis, je pense que réellement, les gens vont, encore une fois, découvrir le sport, mais aussi comment ça se joue dans une infrastructure qui est parfaitement adaptée, des choses qu'on n'a pas vraiment vues à Montréal. Et tu sais, Marc, tu as raison sur un point. Présentement, là, on suit le baseball majeur à travers l'Amérique. Il n'y a pas d'équipe qui joue à Montréal, mais on suit nos équipes favorites. Fait que moi, c'est un petit peu de même aussi, je le vois. C'est juste que on aurait un avantage encore plus grand de dire, ben cette équipe-là, elle est copropriété de Montréal. Donc, mettons encore plus d'efforts à la soutenir quand elle commencera en Floride. Mais c'est déjà des choses qu'on fait. On est tous sur MLB TV, on est tous sur RDS. Puis, on regarde les games de baseball, même si ce n'est pas des équipes de Montréal. Fait qu'il y a de la place. Puis, c'est l'équipe des Rays, c'est une équipe qui ressemble un petit peu à ce que Montréal avait, qui développe super bien ses joueurs. Une équipe qui est compétitive dans la section dans la division la plus compétitive qui ne peut pas se faire. Je pense qu'on serait dans une situation hyper gagnante, puis on aurait des matchs de play-off à Montréal en plus. C'est là que l'effervescence, je pense, prendrait tout son sens. Là. Il y a une question sur Facebook de notre chum Patrick Gagnon. Le côté financier de la patente, là, est-ce qu'on s'en fait trop, nous autres, avec ça? Est-ce qu'on en parle trop? Parce que c'est les propriétaires qui ont les poches, qui ont l'argent, sont dans le projet. Est-ce qu'on s'en fait trop au niveau des salaires, la rentabilité du projet à long terme? Vous savez, le problème qu'on a ici au Québec, c'est lorsque les expos sont partis en 2004, là, à une certaine époque, la vente de billets était la source de revenus numéro 1. Donc, si on n'attirait pas de monde, ben on faisait pas d'argent. Là, le côté financier a complètement changé au niveau du baseball. Les transferts d'argent, tout le partage qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va de franchise à franchise pour toutes sortes de raisons. Donc, financièrement, ça fonctionne. C'est un plan qui est beaucoup mieux structuré aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Alors, c'est sûr que ça coûte cher. Mais pour faire encore plus d'argent, ben ça prend des gens qui sont bien nantis à ce niveau-là. Alors, l'argent n'est pas un problème. Je vous dirais que le nerf de la guerre, ça va être de comment on va pouvoir vendre tout ça si jamais il y a une aide, et je dis bien une aide, là, je dis pas carrément, là, ou un investissement là, de la part des gouvernements, de quelque façon que ce soit. Ça va être d'apprendre comment on va pouvoir lancer ça publiquement, comment on va pouvoir expliquer ça, chose qu'on a été pas très bon à faire dans les 36 années des expos à l'époque, mais j'espère qu'on va avoir appris nos erreurs. Mais sinon, financièrement, c'est au contraire un projet qui fait beaucoup plus de sens parce qu'on va pouvoir permettre, tu sais, Max Sock en a parlé tout à l'heure, les Rays, probablement, c'est l'organisation que tout le monde veut imiter, veut copier en raison de sa structure, par la créativité tantôt, développer des joueurs. Écoute, tu fais une transaction avec les Rays en ce moment, t'es super nerveux là, parce que tu as peur de te faire fourrer. Alors, Les Rays sont très, très bons. Imaginez si on leur donne un petit peu plus de moyens financiers, ça peut devenir une des grandes franchises du baseball. Là. J'apprécie vraiment, Marc, que tu sois avec nous dans une table ronde parce qu'il y a du vocabulaire que tu n'aurais jamais dit à RDS que tu viens de sortir. Fait que je sens qu'on est ensemble, entre boys, puis ça, j'aime bien ça. Exactement. Dernière question sur ça, après ça, on passe à autre chose, mais le côté financier, je reviens à ça. Est-ce que le fait d'avoir le propriétaire des Rays actuels et, mettons, la gang à Bronfman, tout ça fait en sorte que, justement, l'équipe va avoir un plus gros budget au final? Oui, ben oui, c'est le but de la chose, c'est de créer des revenus additionnels. Donc, imaginez des revenus dans 2 marchés différents, ça va aider. La question aussi se pose, ben est-ce que Stu Sternberg reste le propriétaire ou est-ce qu'il y a des copropriétaires? Comment on va faire? Tu sais, il y a quand même des réponses là, qu'il faut aller chercher parce que est-ce que ça peut vraiment fonctionner d'avoir 2 personnes, peut-être avec des idées fortes, peut-être avec des caractères forts. Bon, est-ce que vous comprenez où ce que je m'en vais avec ça? Mais chose certaine, c'est que financièrement, c'est pour ça qu'on ferait un marché de même. C'est pour ça qu'on créerait. Tu sais, il faut créer de la richesse et je pense que c'est le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que si ce projet-là fonctionne et que ça crée effectivement des revenus additionnels, que ça aide évidemment au développement de l'organisation, ben c'est là que ça va créer des petits plus tard. Là. Max, ça marche. Qu'est-ce que ça ferait pour les jeunes baseball de l'ABC, l'élite du Québec, d'avoir les expos de retour à un stade au centre-ville? Qu'est-ce que ça amènerait à l'ABC, justement?
On ne se fait pas de cachette hein, que d'avoir une équipe pas loin dans le cours, là, ça permet de créer des liens. Là. Puis là, tu sais, je vais revenir moi aussi, là, 20 ans en arrière, quand les expos étaient au Stade olympique, mais il y avait déjà en place des partenariats entre Baseball Québec puis les expos. Fait que j'imagine très bien que la journée qu'on va avoir une équipe ici, on va être capable de mettre en place des partenariats avec eux. Puis je pense que l'idée, il faut que le projet de M. Brofman et ses acolytes soit un projet extrêmement rassembleur. Il faut que ça soit créé autour d'un écosystème baseball dans le Québec au complet. Puis je pense que Baseball Québec joue un rôle assez important dans le baseball amateur. Donc, je vois la possibilité de faire bien les liens. Puis évidemment, je reviens encore, il y a 20 ans, on envoyait des entraîneurs dans l'organisation faire comme guest coach, aller faire passer une semaine avec l'organisation des expos à West Palm Beach, après ça à Jupiter. Fait qu'on pourrait probablement mettre en place une couple de programmes de même qui permettrait autant à nos entraîneurs que nos joueurs de bénéficier de toute cette expertise-là du baseball majeur qu'on a pu, évidemment, depuis qu'il n'y a plus d'équipe ici. Là. Oui, absolument. Ouais. Puis à chaque fois qu'on est en voyage, pardon, à chaque fois qu'on est en voyage, on se permet d'aller voir du baseball majeur dans les stades. On était à Atlanta, puis on était tous les joueurs assis au même endroit, puis il y a des choses qu'on leur a enseignées durant l'été. Puis là, je leur disais, regardez, là, c'est ça qu'on vous a montré. Là. Un coureur au premier, coureur au deux. Le coureur au premier, là, il y a les deux jeux sur le coureur au deuxième but. Fait que s'il part, il part, puis regardez l'écart, comment il est plus agressif, puis que le deuxième écart, c'est juste un pas, puis c'est exactement ce qu'on a parlé il y a un mois et demi. Fait que non seulement, là, les gars disent, OK, on est bien encadré, mais là, je le vois en situation réelle par les pros. Fait que juste d'avoir une équipe professionnelle, là, ça va augmenter le QI baseball de la majorité de nos joueurs. Ils vont comprendre plus vite, la roue va tourner, puis d'après moi, on va être capable d'amener ça à un autre niveau aussi, juste en termes de qualité de joueur de baseball. Et ça, Max, là, tu touches tellement un point, là, le QI du baseball, le baseball sense qu'on l'appelle, ça, c'est incroyable. Écoute, je retourne en arrière. Moi, j'avais profité de ça. Moi et Denis Boucher, en 1986, on est parti avec Richard Raymond. On est parti au camp des Expos comme joueur invité. Alors, c'est une association que Baseball Québec avait avec les Expos. Alors, à 16 ans, moi, je me suis retrouvé au camp des Expos, évidemment, avec l'équipe recrue de Jamestown à l'époque. Mais Colin, c'est la première fois que j'ai croisé Philippe Alou, toute la panoplie, les Jim Fanning de ce monde à l'époque. Écoute, quelle expérience extraordinaire. Et même pour Richard Raymond. Alors, Max, tu as tout à fait raison. Là, c'est extrêmement important. Puis, je vais même entrer le niveau infrastructure. Vous imaginez si on a un stade comme ça, éventuellement, comment l'ABC pourrait profiter d'une infrastructure hyper adéquate et à ce moment même recevoir des équipes de l'extérieur, de l'étranger. Alors, il y a juste du gagnant-gagnant là, dans un projet de la sorte pour l'ABC. Oui, tout à fait. Marc, je profite de ta présence. J'ai envie, évidemment, les gens savent que tu es une association avec Baseball Québec. Je veux juste que tu nous dises un peu comment ton rôle au sein du CA de BQ, comment tu l'as vécu dans les deux dernières années avec la COVID, avec tout ce qui se passe présentement. Ben, moi, je vais vous dire, ce qu'on a vécu, c'est à quel point Baseball Québec, écoute, je connais pas toutes les autres fédérations, mais je pense qu'on est en avant de la parade en ce moment parce que je parlais de créativité tantôt. Je pense que c'est une des grandes forces de Baseball Québec, la façon dont on a pu réagir. Rappelez-vous, là, toutes les activités avaient cessé, mais Baseball Québec avait repris. On avait une saison finalement en 2020 de se revirer de bord la façon dont on s'est viré de bord, encore une fois, d'être créatif, de créer des règlements qui font en sorte que tout ça fait du sens, de travailler avec la santé publique. On a été une des fédérations les plus près de la santé publique à ce niveau-là. Donc, moi, je suis très, très fier parce que on a roulé, on a fait en sorte que les saisons ont fonctionné, on a eu des augmentations en plus cette année, beaucoup d'augmentations en termes de membership. Donc, bravo à Max, toute son équipe. Vraiment, nous, comme Fédé, on peut juste, comme membre du CA, on peut juste être très heureux de ce qui s'est passé. On a vraiment un CA hyper dynamique. Je pense que c'est à l'image de toute la fédération. Et écoute, chapeau, parce qu'on a même réussi à présenter des championnats provinciaux cette année. Il fallait se revirer encore une fois. C'est pas toujours facile de plaire à 35, 36, 37 000 jeunes, là, ou peu importe. Et là, j'ajoute tous les bénévoles et tout ça derrière. Mais en grande partie, je vous dirais que, honnêtement, ça a été, dans les moments difficiles de la vie, là, de ce qu'on a connu avec la COVID, de réussir à garder tout ça à flot et même s'améliorer et même créer d'autres projets. Moi, en tout cas, j'en suis très fier.
Effectivement, la Fédération de baseball du Québec, c'est la fédération la plus proactive que je vois. Puis quand je rencontre des gens, que ce soit au hockey ou au soccer de ma fille et de mon gars qui me parlent de Hey, au baseball, j'ai vu telle affaire, ça n'a pas de bon sens, ou on n'a pas de terrain, ou vous avez besoin d'aide, trouvez des terrains, vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, prenez le téléphone, appelez, vous allez avoir un retour d'appel, vous allez avoir la bonne réponse, la bonne information, puis rapidement, à part ça, n'ayez pas peur, vous avez des projets qui sont un peu fous, lancez-le dans le cours de Baseball Québec, vous allez voir, ça va aboutir. Marc, ma question pour toi, c'est le conseil d'administration à Baseball Québec, principalement, ça sert à quoi? Sur quoi vous travaillez quotidiennement, en fait, ou à chaque réunion? Ben, c'est de surveiller ce que Max Lamarche fait, finalement. Et puis. Pauvre toi. Vous avez de la job, vous êtes combien? 12? Beaucoup. Non, écoutez, non, mais c'est vraiment le fun parce que, vous savez, bon, il y a tout l'aspect financier qu'il faut approuver. Max, on rit bien, mais Max aussi a beaucoup de projets. Donc, il faut les évaluer. Est-ce que tout ça fait du sens? Puis, honnêtement, la plupart du temps, là, on est très proactif. C'est un bon terme que tu as utilisé, Max Hawk, là-dessus. Alors, c'est de chapeauter les projets. Nous autres, là, on n'est pas dans le day-to-day. Évidemment, c'est Max Lamarche qui crée les liens avec nous. Nous, on supervise, entre guillemets, là, tout ce qui se passe derrière. Il y a des très, très beaux projets. On amène des nouvelles idées à Max aussi. On est vraiment, on travaille vraiment en synergie en ce moment. Je pense que Max le ressent. Là, on n'est pas des chiens de garde, mais pas du tout. On travaille vraiment en synergie pour que ça fonctionne, pour que les 36, 37, 38 000 jeunes, les bénévoles, tous ceux qui s'occupent des régions puissent sentir qu'ils ont un appui, que quelqu'un derrière. Alors, c'est vraiment ça, mais on a des beaux projets. On a parlé de l'ABC tantôt, on a parlé de revamper tout ça, de faire en sorte qu'on soit fiers. Ben, on a travaillé de façon adéquate. Chaque membre du CA peut parfois travailler sur des projets très précis, sur des dossiers donc très précis. Alors, mais ce que j'aime de ce CA-là, c'est vraiment donc, premièrement, on a à cœur Baseball Québec pour que ça fonctionne, mais c'est vraiment la synergie de travailler ensemble, de chercher des réponses, de trouver des nouvelles idées. Puis ça, c'est extrêmement, je pense, c'est extrêmement valorisant et ça découle sur le reste de la fédération. Oui, puis un des projets fous, d'ailleurs, on est en train de le faire actuellement. C'est une idée que, c'est pas simple de faire des lives à tous les 2 jours, pour vrai, mais on est la seule fédération qui le fait, puis on entend parler des autres fédérations. Ça a été très apprécié partout, en fait. Donc, ça fait partie des projets fous qu'on peut amener à ta table des fois, Marc. Hey, Jeff, tu me permets, j'aimerais ça raconter une petite histoire, juste pour le plaisir, une petite anecdote de comment Mark Griffin a débuté. A commencé à travailler avec nous au conseil d'administration. Je ramène 10 ans en arrière, au moins. Là, on est peut-être rendu à 11, hein, Marc? 11 ans. On est rendu à 11. Donc, je commence à Baseball Québec, puis je travaille avec Gilles Taillon, qui est notre patron à ce moment-là. Puis, il y a 2 spots qui sont libres sur le conseil d'administration en plein milieu d'une saison. Puis là, à un certain moment, Gilles, j'échange avec lui, puis on parle de tout ça, de comment il pourrait remplir les positions. Puis après ça, parle avec Jean Boulet, qui est le président à ce moment-là. Et j'ai la bonne idée de dire à Gilles, il faudrait aller chercher des gars de balle, mais qui ne viennent pas de notre structure, qui sont un peu à l'extérieur. Je pense que je serais capable de convaincre Marc Griffin, puis je serais capable de convaincre Michel Laplante. Fait que Gilles parle avec Jean Boulet à ce moment-là, et les deux, Gilles me revient, écoute, oui, c'était capable de faire les premières approches, on pourra conclure après, mais parle là. J'appelle Michel Laplante, qui était à ce moment-là, depuis quelques mois, il était plus mon patron, mais avec qui j'étais très proche. Fait que je dis, écoute, Michel, ça serait vraiment cool, avec ton lien avec les capitales, ton expérience, que tu me donnes un coup de main à Baseball Québec comme membre du conseil d'administration. Fait que Michel me dit, aïe, Max, tu sais, je suis occupé, j'ai tellement de choses à faire. Je ne suis pas sûr. Écoute, laisse-moi réfléchir à ça. OK, Michel. J'appelle Mark Griffin. Marc, ça serait vraiment le fun si tu peux venir me donner un coup de main. Ton expertise, ta présence, t'es fort en communication, tes réflexes. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Marc me dit, aïe, écoute, Max, je suis complètement débordé. Je dis, écoute, on va réfléchir à ça. Je rappelle 48 heures après Michel. Je dis, hey, Michel, t'as-tu le temps de réfléchir? Hey, Max, c'est un peu le bordel. Tu sais, écoute, j'ai parlé avec Griff, puis Griff, il embarque. Fait que Michel dit, Griff embarque? OK, j'embarque. Fait que merci Michel. Je rappelle Griff. Je dis, hey Griff, j'ai parlé avec Michel, puis Michel Laplante embarque là-dedans. Michel Laplante embarque? J'embarque.
Et de là, depuis 11 ans maintenant, Marc Griffin et Michel Laplante sur le conseil d'administration qui maintenant passe par vote et démocratie. Mais au début, on les a travaillés un petit peu au corps, puis on a réussi à les convaincre. Puis depuis ce temps-là, ils sont avec nous pour les remercier énormément. Ouais, une chance, t'étais pas là à la conversation qu'on a eue après avoir accepté les deux parce que. Je la sens encore. Hey Marc, il reste plus beaucoup de temps. Ça passe vite, une demi-heure, mais j'ai envie que tu me parles de ton été comme coach de fiston. Ouais, écoutez, puis Max O'Cassin va pouvoir probablement se voir dans ça, mais je veux dire, même si, évidemment, c'est du pee-wee, j'ai toujours l'impression que je suis un peu meilleur à chaque année. Tu sais, l'expérience que tu vis l'année auparavant, puis bon, ça fait quoi, 11, 12 ans là, que je suis entraîneur au niveau du baseball amateur. Là, cette année, là, il me semble que ça a bien parti. Là. J'étais dedans, je voyais, j'avais une belle... Excusez, j'avais dit à mes joueurs, je pense qu'on a une très bonne équipe. J'aimerais ça que vous croyiez en vous cette année. Là, on a vraiment une très bonne équipe. Puis écoute, finalement, on a une très bonne équipe parce qu'on s'est rendu jusqu'au championnat, les championnats provinciaux présentés à Québec. Ça a été vraiment valorisant. Moi, là, de voir des 11, 12, 13 ans sur un terrain... Excusez, il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre. Fait que c'est vraiment, en tout cas, je trouve que c'était vraiment un été extraordinaire. 11 joueurs qui, oui, ont beaucoup d'habileté baseball, mais surtout des qualités humaines extraordinaires. C'est pas mal l'été où j'ai eu le plus de plaisir à coacher cette année. Puis pas parce qu'on a gagné, c'est parce qu'on avait vraiment une gang parents, enfants là, tout à fait exceptionnelle. Puis et bien, on a terminé ça au Stade Canac, au championnat provinciaux. C'était difficile de faire mieux à ce niveau-là. Là. Très cool. Ça doit être le fun, justement, avec aussi pour les jeunes. Là. Veux pas d'avoir Mark Griffin comme entraîneur, même si ils ne connaissent pas nécessairement ton background peut-être à l'âge qu'ils ont, mais ça doit quand même être le fun aussi pour eux autres. Bon, écoute, j'espère. Je me donne, en tout cas, les gars, je vous dis, là, je me donne à fond. Je fais beaucoup de pratiques. Je leur enseigne ce que je connais. Je me donne à fond. Puis en retour, ils se donnent à fond. Fait que ça fait une très belle combinaison. Très le fun. C'est très le fun. Messieurs, c'est déjà terminé. Je suis super content. Pour vrai, je pense qu'on aurait pu faire une autre demi-heure, une autre heure de plus, en masse. Marc, je te lance l'invitation dans le futur. C'est sûr qu'on va te refaire signe. Merci. Je veux juste rappeler aux gens qui ont manqué l'entrevue, qui veulent la réécouter à partir de midi. Ça va être disponible sur toutes les plateformes audio, sur YouTube également. Donc, vous pouvez aller voir ça, partager tout ça. Ça nous fait bien plaisir de voir que vous êtes à l'écoute. Encore comme ce matin sur Facebook, il y a encore beaucoup de monde. C'est super, super le fun pour nous autres. Messieurs, merci. Merci à ceux qui sont là pour nous regarder. On se revoit la prochaine fois. Bonne semaine. Bye.